Tu vois-tu comment il y a de gens qui rentrent? Oui, là, on est à 11 participants. OK. Bon. Si vous cliquez sur participants, vous allez voir là, sur le côté, là, va s'afficher une fenêtre, puis vous allez voir le nombre de participants, puis évidemment le nombre de panélistes. On peut attendre encore quelques minutes avant de commencer. Ah, OK, c'est bon. Excusez. Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire du CITT Comment bien s'adapter à la réalité post-COVID en revoyant son réseau de distribution. Mon nom est Yves Murray, je suis chargé de projet chez CargoM. CargoM qui s'occupe en fait d'organiser la journée carrière en transport et logistique, qui est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Si vous avez des questions, je vous invite à utiliser l'option questions et réponses au bas de l'écran. On va y répondre à la fin de la présentation de M. Vendette. Donc, sans plus tarder, j'invite M. Daniel Vendette, président et fondateur de Conseil 2.0, à prendre la parole. Merci. Merci beaucoup, Yves. C'est bien apprécié. Je tiens à remercier CargoM, la journée carrière, puis aussi le CITT de nous permettre de vous jaser un petit peu de la réalité post-COVID et du réseau de distribution. Juste avant de débuter, juste faire un petit aparté. Sûrement, beaucoup de gens dans l'audience ont sûrement vu sur les réseaux LinkedIn plusieurs certificats CITT d'Achievement qui ont passé. Personnellement, ça fait 15 ans que j'ai terminé mon cours au CITT. Ça a été un parcours qui a été très enrichissant. Puis je vous invite tous à prendre le temps de regarder le cursus du CITT et de vous impliquer. C'est hyper important, c'est super bien, c'est un bon complément de formation, mais pas juste un complément de formation, c'est tout un réseau de professionnels à travers le Canada qui peuvent vous supporter dans votre carrière et vous aider à progresser. C'est à faire dans plusieurs cégeps dans la région de Montréal. J'ai Champlain en tête, j'ai Saint-Jérôme aussi et Montréal. Donc, gênez-vous pas pour aller voir le kiosque du CITT et aussi pour aller vous informer à citt.ca. Sur ce. Oui, excusez, je voulais juste dire, M. Oui. Vendette, effectivement, le CITT a un kiosque à la journée carrière. Puis si vous allez dans le chat, j'ai mis le lien pour accéder directement à la plateforme. Donc, ils sont dans Emploi et sont aussi dans Milieu associatif. Ils ont mis en ligne, je veux dire, ils ont mis à la disposition des gens les formations qu'ils offrent. Voilà. Super. C'est important. Donc, merci d'être là, de venir écouter un petit peu notre discours de ce qu'on a vécu dans la dernière année. 2020, définitivement une année super intéressante pour nous, les logisticiens. On a passé à travers tout, tout au complet, les émotions possibles et inimaginables. On a eu tous les cas probables de disruption dans nos réseaux. Puis mélanger à ça un petit peu aussi je veux dire, une réinventation. On s'est réinventé, en fait, à faire de la distribution. On a changé de mode de distribution rapidement, puis on était capable de s'adapter à tout ça. Donc, ce que je vais couvrir aujourd'hui un petit peu, ça va être ce qui nous est arrivé dans la dernière année. C'est quoi notre nouvelle réalité, comment réagir, puis les technologies qui sont applicables à ça pour vous aider à être résilient, puis à vous adapter à votre nouvelle réalité probablement
de logisticien. Donc, je me présente, Daniel Vendette, je suis fondateur de Conseil 2.0. Je suis impliqué dans la chaîne d'approvisionnement depuis bientôt 32 ans. J'ai commencé comme dispatch dans une compagnie de broker de transport, c'est H. Robinson pour ne pas le nommer. Puis, j'ai grandi là-dedans. J'ai en fait commencé mon CITT à ce moment-là, puis ça m'a amené à bien d'autres choses. J'ai finalisé ma maîtrise en transport et logistique à l'Université de l'UQAM en 1996, qui m'a propulsé là, encore plus. Mais le CITT a été pas mal ce qui m'a permis de me réaliser puis de m'accomplir dans tout ça, puis de découvrir un nouveau métier pour moi, une nouvelle profession. Fait, Conseil 2.0, vite. On est une firme de conseil qui est très nichée au niveau des approvisionnements du transport et des systèmes qui sont relatifs à ça. Et donc, c'est ce qu'on mange tous les jours dans notre pain quotidien, disons. Donc, merci à notre partenaire, le CITT. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Si on prend le récapitulatif de tout ce qu'on a vécu, on va commencer même avant l'impact de la pandémie. On a eu notre premier événement de l'année a été le Rail Blockade, ou ce qui est arrivé avec le rail au Canada, avec la crise autochtone, qui a comme un petit peu paralysé le réseau de distribution jusqu'à un certain point. Ça nous a frappé pas mal. Suite à ça, on a eu naturellement le premier pays affecté, la Chine, au niveau de la COVID, qui est le centre de la production du monde, dans le fond. Ce qu'on a réalisé, c'est que notre lieu de production, ou en tout cas où on produisait le plus, a été grandement touché. Tout a arrêté de ce côté-là. Puis là, ça a créé un bullwhip effect. Là. Dans le fond, ça a été assez impressionnant. Tout ce qu'on a passé à travers depuis les 8, bientôt 9 derniers mois. C'est assez difficile à imaginer que ça pourrait nous arriver de notre vécu. Donc, si on prend ça grosso modo, le début de la pandémie, le blocage des rails, avril à juin, on était en confinement, donc on en parlait, moi et Yves, juste avant la conférence. Le port, tout s'accumulait au port. Donc, on manquait de conteneurs, on manquait d'espace pour entreposer les choses et tout ça. Juillet, grève du port de Montréal. Ça a été quand même assez impressionnant. Ce qui va arriver bientôt, on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis présentement, mais l'impact géopolitique peut avoir de grands impacts dans nos vies quotidiennes à tous. On ne le sait pas. Donc, on peut aller d'un côté beaucoup plus protectionniste, d'isolement, versus l'autre qui va peut-être être plus ouvert à la collaboration. On a vécu le nouveau NAFTA, on a vécu bien des choses. Mais tout ça, ce que ça l'amène, c'est qu'on a besoin de créer des plans de contingence qui vont répondre à une nouvelle réalité. Puis il va falloir trouver des façons d'être très, très, très résilient par rapport à ça. Puis être capable de s'adapter rapidement à des changements. Il faut avoir des plans B, B, C, D et E pour faire face à tout ça. Puis la logistique, c'est ce qui va être impacté le plus parce qu'on doit quand même distribuer nos produits, puis on doit quand même servir la population et l'approvisionner. Donc, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on touche a été transporté, a été passé dans un réseau logistique en quelque part. Et tout ça fait qu'on a beaucoup à faire. Donc, on va en jaser. La nouvelle réalité, notre chaîne d'approvisionnement, on s'en est rendu compte, elle est fragile, elle a été menacée. On l'a vécu avec la Chine. Quand tout a arrêté, même avec le confinement, quand tout a arrêté, on a vu que tout a jammé, puis on a été obligé de repartir la roue. Ce n'est pas nécessairement facile à repartir. Puis en plus, on a changé définitivement de façon de consommer. Les magasins étant fermés, on a commencé à acheter par Internet et tout ça. La vitesse de réaction des gens est devenue hyper importante. Si on avait à distribuer dans un magasin ayant pignon sur rue, du jour au lendemain, il faut se revirer de bord, puis il faut faire de la distribution par Internet. Ça ne se fait pas comme ça.
Et il faut trouver des façons de faire, il faut faire des bonnes choses. On a, dans tout ça, créé le panier bleu, dans lequel on n'est pas impliqué, mais qui est une réalisation québécoise qui va compétitionner un petit peu Amazon dans le support de l'économie locale. Bien, ça, c'est bien, c'est merveilleux, mais ça prend du temps à se mettre en branle, ça prend du temps à se mettre comme il faut. Puis pendant ce temps-là, bien, on est encore dans la pandémie. Puis nos magasins, il faut qu'ils livrent. On ne peut pas se réinventer rapidement comme ça à faire de la distribution par Internet. Il faut quand même être capable de livrer à temps et tout ça. Fait que la réactivité et la résilience, c'est devenu fondamental. C'est plus juste un buzzword, c'est dans le centre des discussions. Vous parlez avec un président d'entreprise, il veut savoir comment il est capable d'être réactif pour prévenir peut-être une deuxième vague une troisième vague de confinement plus sévère qu'elle est aujourd'hui. Si j'ai un réseau puis je ferme l'Ontario demain, comment je sers les gens en Ontario, du Québec ou d'ailleurs ou des États-Unis? Il faut être capable en tant que logisticien d'avoir les réponses à ça puis d'avoir une idée des coûts dans tout ça et de la façon d'être réactif le plus facilement possible. Donc, il faut avoir vraiment des points, les différents plans qu'on va mettre en place. Donc, la chaîne d'approvisionnement, oups, excusez, je vais y arriver. Dans le fond, on est encore de plus en plus au cœur de la business. J'avais un ancien partenaire dans le temps qui me disait arrêtez de livrer votre marchandise, vous allez voir que les gens vont se réveiller, que la chaîne logistique, elle est importante. On l'a vécu, là. On a été dedans, on l'a compris. Je pense qu'on a besoin de s'adapter à ça puis de devenir un partenaire avec soit les unités de production, les unités de distribution, avec les ventes, pour être capable de vraiment servir les clients et d'amener le produit qu'on veut vendre au marché de toute façon possible. Donc, en répondant à tous les critères. On a besoin de rapidité, on a besoin de s'adapter aux différentes problématiques, puis aux différentes demandes de transport. Il faut être capable d'être agile dans tout ça. Il faut être capable aussi de fournir l'information à nos clients finaux. Si on fait de l'Internet, de la vente en ligne, c'est pas tout d'envoyer le colis. Les gens veulent être capables de le suivre, veulent savoir quand est-ce que ça va arriver. Ils veulent que ça soit rapide. Si on prend Amazon Prime, pour exemple, je commande aujourd'hui, je l'ai demain. Est-ce que c'est viable de faire ça? Est-ce que c'est économiquement viable de le faire? Est-ce qu'on est capable de compétitionner avec ces gens-là? Il faut se poser la question. Puis on parlera tantôt d'un autre critère qui est quand même assez important, c'est le retour de ces produits-là en inventaire quand le client n'est pas satisfait ou que le produit arrive brisé. Il faut gérer ça aussi, il faut y penser. Confinement et la deuxième vague vont avoir un impact de la façon qu'on fait les choses, ça c'est certain. Comme je disais tantôt, si on ferme une région, mais il faut quand même approvisionner cette région-là. On a travaillé beaucoup, nous, avec le système de la santé pour l'acquisition des masques et la gestion des PPU, là, de tout ce qui est équipement de protection, pour justement essayer de supporter comment je pourrais dire, le réseau de la santé à avoir les produits en temps et en bonne quantité. Ça a été tout un challenge, là. Il a fallu assez vite s'adapter à comment on rentre le stock. Ça arrive par avion. Oui, c'est le fun, on arrive avec un gros avion, le type Olev, mais il faut quand même le distribuer sur le marché. Il faut servir les gens, il faut s'assurer que tout le monde a ça. Il faut être capable d'être réactif, agile, puis d'aider les gens à avoir la bonne information en bon temps. Fait que ça, c'est des choses. Travail de bureau, ben, on le sait, ça a été affecté. Tout le monde travaille probablement de la maison aujourd'hui. Ça va être pour de bon, j'y crois plus ou moins, mais il va quand même rester une partie de la main-d'œuvre qui va rester travailler à la maison, qui va faire du travail à domicile. Mais ça va aussi demander à ce qu'on réapprovisionne notre main-d'œuvre en équipement électronique, en papier, en plein de choses, en documents qu'il va falloir envoyer ou en tout cas. Trouver des façons différentes de faire signer des documents, soit par Adobe Signature, des choses comme ça. Mais ça va changer nos habitudes. Donc, aujourd'hui, si j'ai envoyé à un de mes employés un paquet de feuilles d'imprimante ou une imprimante ou des cartouches d'encre, ben, c'est un shipment de plus au lieu de tout avoir à mon bureau. Ben là, j'augmente la volumétrie de volume, la volumétrie de volume, ça ne dit pas vraiment, la volumétrie de transport qui est fait
dans le réseau de FedEx, UPS, Canada Post et tout ça, ben, on grossit encore le problème, puis on va voir que capacité, on va l'atteindre rapidement du réseau. Puis là, il va se mettre à pousser plein de petits transporteurs qui vont venir aider à ça, mais qui ne seront pas nécessairement technologiquement alignés avec vos besoins. Puis il va falloir que vous soyez agile à travailler avec ces gens-là. On dit, une étude qui avait été faite par l'agence Science Presse disait qu'en moyenne, ça prend 66 jours pour changer une habitude de consommation ou une habitude humaine. Ça fait 8 mois qu'on est dedans. Je pense qu'on a changé en quelque part. On ne reviendra pas comme demain. L'environnement brick and mortar ou bien pignon sur rue, ça va rester, mais on l'a vu là, dans plusieurs grandes chaînes qui se sont placées sur la loi de la faillite et qui ont fait une restructuration, délesté des magasins qui n'étaient pas rentables pour se concentrer beaucoup sur le commerce électronique, puis de vraiment juste conserver les magasins phares là, qui amènent beaucoup d'argent au moulin. Ben, tout ça va complètement redéfinir le landscape qu'on a aujourd'hui, des centres d'achat, des centres des supermarchés comme dans le nord de Montréal, je pense à Sainte-Dorothée, là, où il y a un super centre là, extérieur, ou 10-30 ici sur la rive sud. Ben, tout ça va amener une autre dynamique. Il va amener une autre dynamique aussi dans le sens où il va peut-être avoir une combinaison des deux modes d'achat, donc le mode électronique puis le mode en boutique, pour peut-être gérer l'expédition des produits vers un client, vers un marché, peut-être utiliser les magasins comme hub, peut-être aussi comme centre de retour. Tout ça est en train de se restructurer, puis d'essayer de voir comment cette nouvelle réalité-là va impacter. Si vous n'êtes pas prêt en tant que logisticien de faire ces calculs-là, d'aller voir c'est quoi les différents scénarios, les différentes choses, ben, préparez-vous-y, vous allez dedans rapidement. Fait que, dans le fond, gestion des risques, la résilience, la chaîne d'approvisionnement, ça va devenir fondamental. Gestion de votre risque, là, ça va être d'être capable d'identifier tous les risques, puis de planifier en entour de ça, puis de planifier pour les régler. Ça va amplifier. Donc, au lieu d'avoir un centre de distribution qui distribue à des magasins et peut-être un petit peu de e-commerce, ça va être plusieurs magasins, ça va être multi-channel dans le fond. Puis vous allez arriver à avoir beaucoup de problématiques à régler. Puis il faut être prêt. Fait que, dans le fond, la résilience, c'est ce qu'on dit, c'est la capacité à une supply chain de récupérer sur des événements perturbateurs. On est dedans, on a bien réagi. En tout cas, la plupart des entreprises que je côtoie ont très, très, très bien réagi. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, qui sont un petit peu à bout de ressources, mais il existe des ressources pour vous aider. Deux, parlez-en avec vos confrères, ça va vous aider à avoir des meilleures idées, I guess, puis des façons différentes de faire les choses. Capacité d'adaptation aux perturbations des transports. On va en avoir d'autres blocages ferroviaires, que ce soit à cause d'une tempête de neige, une tempête de verglas, un autre blocage des voies par qui que ce soit, peut-être un déraillement, des choses comme ça, c'est certain. On va avoir aussi un déséquilibre extrême de l'offre et de la demande. Si vous regardez l'actualité ces temps-ci, FedEx, UPS, Canada Post commencent déjà à vous dire achetez vos affaires pour Noël rapidement parce que le réseau commence à être à capacité. On va avoir de la misère à livrer pour Noël. C'est certain que ça va avoir un effet. Après ça, il y a des changements inhabituels qu'il va falloir travailler avec, qu'on n'aura pas le choix, qui est l'environnement juridique, géopolitique, protectionniste, fermeture des frontières, mouvement d'achat local, des choses comme ça. Il va falloir qu'on vive avec ça. C'est peut-être pas mauvais de commencer à regarder comment, admettons, l'élection américaine fait qu'il y a un protectionnalisme qui grandit de ce côté-là. Bien, comment vous allez vous adapter à ça? Est-ce que ça prend un autre entrepôt aux États-Unis? Est-ce que vous avez besoin de créer une entité légale aux États-Unis ou pas? Et ainsi de suite. Donc, tout ça est à regarder puis à évaluer dans vos plans. La même chose que pour un Américain qui peut se dire, ben, peut-être que je devrais avoir un entrepôt à Montréal au port, pour ne pas nommer Cargo M, mais pour avoir un entrepôt au port pour pouvoir justement pallier à un éventuel blocage ou
une éventuelle guerre civile ou whatever qui pourrait arriver aux États-Unis, puis d'avoir une façon efficace d'avoir des biens à disponibilité rapidement. Donc, c'est une belle opportunité pour Montréal et pour le Canada. Ça, c'est certain. L'augmentation des ventes en e-commerce, on n'y croit pas ou si on pense que ce n'est pas si mal que ça, c'est énorme. C'est énorme. On regarde Walmart, Amazon, c'est fou l'explosion qu'ils ont. Là. Des 75, 80 34 si on prend juste d'autres grossistes métro au Canada, je pense que c'est 340 d'augmentation de la livraison à domicile dans l'épicerie. Encore, je vous rappelle, le 66 jours pour s'adapter, ben, on est dedans, on est en train de découvrir une nouvelle façon de faire les choses, puis on va arriver à un milieu, un juste milieu éventuellement, mais c'est là, ça va rester, c'est certain. Aujourd'hui, on parle du model score. Hier, on parlait du model score, j'aime mieux dire ça comme ça, où on disait on va planifier, approvisionner, produire, distribuer, puis gérer le retour. On le faisait de façon linéaire, c'est merveilleux. Demain, ça va être pas mal plus comme ça. Ce qu'on va falloir qu'on gère plusieurs centres de distribution, plusieurs différents canaux de distribution, transformer de façon digitale tout le suivi de nos commandes, tout le suivi de nos envois, puis d'être capable en temps réel de répondre rapidement à quelqu'un, de savoir où est mon produit, où il est dans son cycle de retour, quand est-ce que je vais l'avoir, de quelle façon. Puis si vous avez plusieurs magasins et que vous utilisez vos magasins comme hub de transport, ben, il est parti de où, il s'en va où. Si j'ai plusieurs commandes, j'ai du stock qui est différent, ou je suis en rupture de stock dans un magasin, mais pas dans l'autre, est-ce que j'envoie de 2 magasins différents un magasin? Comment je vais tout gérer cette complexité-là? C'est là que l'important, c'est la donnée. C'est les systèmes qui vont supporter tout ça, qui vont vous permettre d'avoir cette agilité-là, de comprendre c'est quoi qui est le meilleur scénario d'envoyer une commande qui est à moitié complète dans un magasin versus l'autre ou d'un entrepôt versus l'autre. Puis est-ce qu'on regroupe les deux commandes ensemble pour les envoyer? Si j'ai un centre de retour, il est positionné où par rapport au marché que j'ai, puis dans le fond, au nombre de retours que j'ai pour un marché de données. Donc, je fais quoi avec les retours par la suite? Est-ce que je détruis, je remets en circulation, j'inspecte? Il faut voir, là, il y a une super bonne analyse qui a été faite par les gens de W5 en Ontario sur CBC sur justement les retours d'Amazon qui ne sont pas tous nécessairement réinsérés dans le circuit du retail et qui sont détruits, malheureusement. Donc, il y a beaucoup de pertes là-dedans. Donc, là, on va créer un autre problème. On va créer un énorme amont de déchets. Puis là, au lieu de choper des boîtes, on va choper des petits cartons, mais là, ça va revenir, on va détruire plein de choses. Fait que tout ça va avoir un impact à moyen terme qu'il va falloir en tant que logisticien qu'on gère, puis qu'on essaie d'amener à amener des solutions à ça pour rester sustainable ou en tout cas pour assurer une pénalité de tout ça. Comment on réagit à tout ça? Ben, il faut être aligné verticalement de l'exécutif à l'exécution. Donc, c'est hyper important. L'information, elle est cruciale, puis il faut qu'elle soit précise. Aujourd'hui, le logo de mon entreprise, si vous regardez dans le coin en bas, c'est un labyrinthe. Puis dans le centre, nous, on aide nos clients à naviguer à travers les dédales de leur entreprise pour justement trouver leur centre, puis d'être capable d'enlever les silos en entour d'eux. Aujourd'hui, plus que jamais, vous allez avoir besoin de travailler en façon linéaire et non pas en silo. Il va falloir que les gens se parlent entre eux pour essayer d'aller chercher toute l'information, toutes les données que vous allez avoir besoin afin de comprendre c'est quoi les menaces qui vont arriver. Créer une genre de tour de contrôle pour voir comment on planifie nos choses. Il y a un impact sur quelque chose, comment on réagit de l'autre façon, puis il faut que tout le monde soit aligné parce que si ça ne l'est pas, il y a une patte qui n'ira pas avec l'autre, donc il faut faire attention à ça. Puis, il faut aussi avoir un processus Sell and Operation là, qui est hyper agile. Donc, réactif. Puis pour être réactif, ça vous prend des données, ça vous prend de la capacité analytique. Puis il faut être capable de bien gérer toutes ces informations-là en même temps pour être capable de bien diriger l'entreprise pour être le moins à risque possible. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Il faut constamment revoir notre réseau de distribution. Il
faut prendre des décisions, il faut exécuter. Il faut amener un petit peu l'entreprise à être super agile, super digitale en quelque part là, pour être capable de réagir rapidement. Donc, ce que ça prend, c'est des données. Aujourd'hui, on parle souvent de big data, de KPIs, de choses comme ça. Si vous n'avez pas les données pour réagir, vous allez prendre des décisions qui sont émotionnelles et non pas statistiques. Ce que ça fait, c'est qu'on prend des mauvaises décisions la plupart du temps parce qu'on y va sur un feeling. Le feeling peut être bon, mais backé avec des données, le feeling va être non nécessairement pas juste bon, il va être excellent. Puis ça va vous permettre de réagir, puis après ça, d'avoir les données pour pouvoir faire une analyse post-événement, puis de voir comment on aurait pu faire le plan B et le plan C, puis de vous donner du leverage pour le prochain événement qui va vous arriver. L'exploitation des données, le big data, c'est dans le cœur de votre pratique logistique, si on veut. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les acheteurs présentement et aussi la logistique, mais avec les acheteurs, aujourd'hui, on aligne nos acheteurs à ne plus juste passer des PO. On les aligne aussi à comprendre qu'est-ce qu'on doit acheter et d'aller sourcer le marché pour supporter. Si j'ai un fournisseur qui tombe à quarantaine, il ferme, c'est qui mon alternatif? Il faut être capable de bouger rapidement, il faut être capable de faire nos choses. Puis ça, ça a un impact sur la logistique parce que nécessairement, si on change de fournisseur, donc on change de lieu d'approvisionnement, ce lieu d'approvisionnement-là, il faut le transporter vers où on va. Donc, il faut être prêt à ça. C'est le temps de tirer parti de votre ERP, de votre logiciel, de votre PGI, le logiciel de gestion, puis de connecter tout le monde ensemble, de vraiment utiliser le ERP comme source de données, puis d'aller chercher, puis de connecter. Puis c'est le temps, on dit souvent qu'une bonne implantation d'ERP, on s'en sert à 15-20 mais là, c'est le temps de commencer à tweaker puis aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans, de vous informer, d'utiliser les consultants s'il faut, mais d'aller voir c'est quoi que votre ERP peut vous donner. Vous allez être surpris qu'il y a beaucoup d'informations que ces solutions-là ont et offrent, mais que vous n'utilisez pas. Puis que vous prenez des petits fichiers Excel à côté, puis vous essayez de calculer vos affaires alors que c'est déjà dans le système. Vous pourriez en tirer parti. Puis un effort d'équipe, c'est nécessaire. Là. C'est primordial d'être capable de gérer tout ça en équipe, puis d'avoir une bonne relation avec les ventes, avec les achats, avec l'entrepôt, avec le transport, pour être capable de bien coordonner tous les efforts. Ça, c'est certain. Dans plusieurs mandats qu'on a réalisés, on avait des ventes très, très, très fortes qui disaient, moi, peu importe que ça coûte, je veux qu'on livre. Aujourd'hui, c'est différent. Et ils sont plus résilients par rapport à tout ça, disons. C'est important aussi, la résilience, la gestion des risques, c'est de connaître vos fournisseurs, vos clients. Aujourd'hui, si vous avez un transporteur qui fait tout votre transport, posez-vous la question, c'est quoi sa force, c'est quoi ses faiblesses? Connaissez, est-ce qu'il est à risque financièrement? Est-ce qu'il est un propriétaire unique qui est prêt à prendre sa retraite, qui va peut-être vendre l'entreprise? C'est hyper important parce que là, vous êtes à risque. On recommande toujours d'avoir plus qu'une source d'approvisionnement. Les sources uniques, on essaie de s'enlever de là. C'est d'avoir toujours un plan B, d'essayer de donner un petit peu de la business à tout le monde pour justement vous éloigner du risque d'être avec un seul fournisseur. Ça, c'est certain. Tous vos partenaires, tous vos clients, tous les différents maillons de votre chaîne d'approvisionnement, que ce soit agents, produits, autres, vous devez les évaluer, vous devez comprendre, eux, ce qu'ils vivent, plus que jamais. Parce que demain, ils peuvent être en zone rouge, fermés, vous êtes à court, là. Vous n'avez plus de produits, vous n'êtes plus capable de faire votre distribution à vous ou votre production à vous. Il faut être capable d'évaluer ça. Le rôle du logisticien, c'est de voir ces choses-là, c'est d'essayer d'aller chercher cette information-là. La même chose au niveau des ventes, au niveau des clients, d'être capable de comprendre un client. Est-ce qu'il est à risque? Est-ce qu'il va nous péter d'en face, excusez le mot, mais est-ce qu'il va nous causer un manque à gagner important? Est-ce que c'est toujours aussi important de servir nos clients, là, de dire que le client a toujours raison, puis de les servir à tout coup?
Il faut peut-être se poser des questions, commencer à réaligner avec les équipes, voir c'est quoi les risques qu'on prend en faisant ça. Est-ce qu'on laisse tomber un client qui pourrait nous aider aussi? Parlez avec vos clients de vos problèmes aussi. Parlez avec vos fournisseurs de vos problèmes aussi. Sans nécessairement donner vos enjeux d'entreprise, mais vous pouvez échanger avec les. On peut parler de transporteurs. Je travaille avec tel transporteur, comment ça va, toi, avec ce transporteur-là? Oui, non, est-ce qu'il livre bien chez vous? Allez chercher l'information pour être capable justement de prendre les bonnes décisions. Puis, ça devient un maillon important d'une chaîne logistique. C'est justement de plus en plus d'ouvrir la discussion avec nos clients et nos fournisseurs. Soyez prêts à des scénarios de distribution différents. A, B, C. Je répète, mais si une zone devient sous pression, se ferme, comment je fais pour approvisionner les gens qui sont à l'intérieur? Il faut le faire. Donc, si on n'est pas prêt à ça, ben, on n'est pas prêt à faire, on va perdre des ventes, on va perdre de la business, puis c'est pas ça que vous voulez. Je suis convaincu de ça. On vient à la transparence, des discussions honnêtes, claires, identifier leurs risques, voir comment vous pouvez participer à l'atténuation des risques d'un côté et de l'autre. Plus que jamais. Si votre fournisseur vous rend captif pendant des heures et des heures de détention de votre remorque, c'est le temps ou jamais que vous pouvez avoir la discussion honnête, d'y demander pourquoi que ça arrive, puis comment vous pouvez régler ce problème-là pour libérer votre équipement, pour être capable d'aller faire le prochain client puis d'aider tout le monde. On n'est pas nécessairement en capacité complète au Canada, mais aux États-Unis, c'est très, très, très dur présentement d'avoir de l'équipement. Donc, il faut être capable de travailler avec nos clients et nos transporteurs sur ça. Donc, c'est hyper important. L'adaptabilité, soyez réactifs. Les données toujours. Augmentez vos connaissances. Il faut être créatif, mesurer les risques, exécuter, mesurer l'impact. C'est hyper important. Aujourd'hui, beaucoup de logisticiens ne mesurent pas des choses quand même assez basiques. Le temps de servir un marché, le nombre de fois qu'on arrive chez un client, qu'on a des défauts. Un transporteur, est-ce qu'un transporteur est efficace, pas efficace? On ne peut plus que regarder le taux. C'est hyper important de voir le partenariat qu'on crée avec nos transporteurs. Il faut les mesurer. Il faut être capable de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Pour au moins avoir des discussions honnêtes avec le transporteur, mais avec votre client aussi ou votre fournisseur. Parce que ça vous coûte de l'argent. Puis, ça coûte de l'argent à votre transporteur. Ce n'est pas des gens qui font des marges à tout casser non plus. Donc, chaque dollar dépensé doit être dépensé judicieusement. Et si vous êtes capable d'aider vos transporteurs à rentabiliser leur opération, dans le fond, vous aidez à rentabiliser la vôtre. Ça, c'est certain. Il y a des bons et des mauvais transporteurs. La plupart sont bons. Souvent, sont laissés à eux-mêmes aussi. Donc, il faut s'assurer que tous ces gens-là, on travaille avec eux et qu'on les écoute, donc qui nous amènent à écouter votre réseau. Il peut vous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Donc, c'est hyper important. Ça va aller mieux. On va s'en sortir tout le monde. Ça va bien aller, comme ils disent. On va essayer de garder un côté plus positif de la chose. Mais on est définitivement rendu ailleurs. On est dans une nouvelle ère, puis il faut en tenir compte. Il ne faut pas être. Faut pas l'ignorer. Elle va nous frapper éventuellement d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est certain. L'évolution dans le temps, si on regarde, c'est pas d'aujourd'hui qu'on est dans le changement. On a eu la première révolution industrielle qui était la machine à vapeur en Angleterre, qui a amené toute une révolution, l'automatisation de certains métiers manuels, justement les scies, les choses comme ça. La deuxième révolution de production de masse, le Ford, Henry Ford qui a mis sa ligne de production en masse puis qu'on a été capable de produire beaucoup plus. Les années 70, 60, 70, révolution informatique, on l'a vécu, on a passé à travers, on a passé de... Mon Dieu, quand j'ai commencé à travailler, on n'avait pas de fax, on n'avait pas de téléphone cellulaire. Ça vous donne une idée, je suis quand même pas jeune. On envoyait des fax. Aujourd'hui, j'ai même plus de téléphone de bureau, on est tous sur nos cellulaires. On a vécu le bug de l'an 2000, personne n'est mort. Il n'y a rien d'arrivé non plus, mais personne n'est mort.
Maintenant, on est peut-être rendu à la 4e révolution, qui est la révolution post-COVID. On va s'en sortir. On va arriver à faire d'autres choses. Puis dans tout ça, là, il y a eu 2 grandes guerres, puis il y a eu d'autres petites guerres autour de ça qui ont créé des choses inimaginables. On s'en est sorti pareil. On devrait être bon. On devrait être pas pire, ça c'est certain. Dans la technologie, ben, plus que jamais, vous devez regarder ce qui est disponible dans votre environnement informatique qui peut vous aider à vous donner des données précises, mais aussi des fonctionnalités que vous avez besoin. Puis, n'ayez pas peur de travailler avec vos gens de TI. Ils connaissent les choses. Si vous ne savez pas, appelez-nous. On va vous aider. Ça, il n'y a pas de problème. N'importe quel consultant qui travaille en chaîne d'approvisionnement peut vous donner un coup de main. Ça, c'est certain. Questionnez-vous sur comment vous pouvez préparer votre équipe à distance pour qu'il soit réactif. Utilisez l'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est émergent présentement dans la chaîne d'approvisionnement. C'est impressionnant ce qu'on peut aller chercher avec ça, avec l'intelligence artificielle, la robotisation des processus d'affaires. C'est quand même pas si mal. Moi, je pense juste à booker un voyage de transport. Pourquoi on doit prendre le téléphone pour appeler un transporteur alors qu'on peut tout faire ça avec un 204, un EDI 204 ou une automatisation par email où le transporteur va répondre automatiquement s'il veut l'avoir ou pas l'avoir, et ainsi de suite, puis il va passer au 2e, au 3e, au 4e. Pourquoi aujourd'hui on est obligé de prendre le téléphone et appeler? Ça se fait. Même chose au niveau des achats. Pourquoi passer un PO? On sait qu'on a un min-max, on sait qu'on a de l'inventaire, on sait qu'on a atteint notre threshold qu'on doit recommander. Pourquoi je dois absolument passer par un acheteur pour passer un PO? L'intelligence artificielle va pouvoir me donner le trend de mon produit, puis dire on est en décroissance, donc on devrait peut-être réajuster, puis c'est peut-être là la valeur ajoutée de l'acheteur versus de passer le PO en tant que tel. Puis tirer parti de la technologie pour automatiser vos processus et vos tâches. Les choses qui ne sont pas nécessaires à faire, on est rendu là. Il faut les automatiser. Ça peut être insécurisant pour certains, mais c'est drôlement important de le faire. Puis drôle de chose, c'est que j'ai participé à un déjeuner causerie avec les gens des HEC, les étudiants en GOP. Puis je leur disais, si vous n'avez pas de connaissances technologiques, go and get it, parce que vous allez en avoir besoin dans le futur. Ça, c'est officiel plus que jamais. Donc, on n'en sortira pas, ça c'est sûr. Et c'est hyper important. Donc, dans vos études ou dans vos lectures, pensez à aller voir un petit peu c'est quoi la technologie dans votre domaine respectif. Ça, c'est certain. Accélérer les achats, ben là, on peut rentrer dans plusieurs solutions. Je vais vous parler un petit peu des achats au niveau pur et dur, que ce soit au niveau transport ou au niveau de n'importe quel produit. L'utilisation des solutions Procure-to-Pay, Source-to-Pay peut vous permettre de gérer le risque, les contrats, l'envoi de commandes, tout ça. C'est hyper bien fait, bien structuré. Ça bonifie un petit peu les ERP, mais ça vous permet vraiment d'aller faire tout ce que vous avez besoin de faire au niveau des achats et de l'acquisition d'un bien ou d'un service. Donc, c'est hyper important. Il y a plusieurs solutions qu'on utilise. On travaille beaucoup avec Coupa ici, c'est certain. Mais grosso modo, tout ça est disponible. On peut parler aussi au niveau de l'accélération transport, TMS, solution TMS. Pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas automatiser, mieux gérer nos transporteurs, mieux gérer notre transport. On peut aujourd'hui connecter les solutions ELD ou de logbook électronique de nos transporteurs à notre TMS pour avoir une traçabilité d'un bout à l'autre de notre solution. Autoriser le paiement quand le transporteur a livré, qu'on sait qu'il a livré par un géofence ou par une différente chose. Donc, on peut automatiser le paiement là, puis donner le paiement automatiquement ou céduler le paiement dans 30 jours, 15 jours, whatever. Puis pousser la facturation au transporteur. On sait, on a négocié des taux avec le transporteur, on sait qu'est-ce que c'est, on sait si on a un frais de demurrage, un frais d'attente ou quelque chose comme ça. Donc, on est capable de tout automatiser ce processus-là, puis d'envoyer le paiement. Donc, pourquoi avoir quelqu'un qui fait un chèque, ça ne fait plus de sens. La même chose, de passer une commande pour un transporteur, ça peut s'automatiser. On utilise aussi Coupa et Yager pour faire ça. Ça, c'est certain.
ce que j'en parlais présentement au Freight Tender. N'hésitez pas d'aller sur le marché, faire du sourcing de transport, de l'approvisionnement de transport. Allez créer des partenariats avec vos transporteurs. Allez pas, moi, ce que je recommande beaucoup à mes clients, c'est n'allez pas sur le marché pour juste chercher des meilleurs coûts. Allez chercher des meilleurs partenaires. Vous allez gagner à la fin avec tout ça parce que si vous sourcez juste sur le coût, donc dans votre réseau, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir des mots du bon prix, mais pas d'un bon service habituellement. Un va de pair avec l'autre. Si vous avez un meilleur taux, puis des meilleurs partenaires, bien, vous pouvez peut-être vous retrouver dans une situation où vous avez un service qui est hyper efficace, qui vous permet de rendre ce que vous voulez rendre à votre client sans trop de soucis. Puis ça vous permet aussi d'avoir toujours un plan B, C et D, parce que quand vous faites un sourcing comme on le fait au niveau des appels d'offres, ça vous permet de voir sur une ligne donnée, est-ce que j'ai 1, 2, 3, 4 transporteurs? Est-ce que mon freight book est complet? Ou j'ai certains domaines ou certaines lignes de transport qui sont plus à risque que d'autres. C'est super important d'essayer de balancer tout ça puis de sourcer votre marché correctement et de travailler avec vos partenaires transporteurs pour leur dire, bien, écoutez, j'ai peut-être de la misère en Abitibi, tu peux-tu m'aider? Puis de voir avec eux comment on est capable de travailler les coûts, toute la quête. Puis habituellement, en amenant un certain volume, bien, ça peut vous permettre aussi d'aller chercher des meilleurs taux. Puis en travaillant avec vos transporteurs, bien, ça vous permet aussi d'entretenir ce lien important-là de partenariat. Ça, c'est super important. On en parlait, gestion des TMS, WMS, gestion de quai. C'est super important. On ne peut pas, j'ai fait plusieurs projets chez certains clients où on commande des camions, mais on n'a pas besoin parce que le chemin va être prêt dans 3 semaines. Ben, il faut être capable de tout linker ces choses-là ensemble puis de fournir de l'information exacte. Faites le ménage de vos transporteurs, mais aussi des données que vous leur envoyez. Parlez-leur de ce qu'ils reçoivent, puis comment ils sont capables d'atteindre vos informations facilement ou pas. Ça paraît anodin, mais si j'ai un transporteur qui est obligé de voir sur 4 sites Internet pour essayer de voir quand son chemin est prêt, ça coûte cher, ça. Ça coûte cher aux transporteurs. Si vous êtes capable d'automatiser ces informations-là, puis d'envoyer la bonne information au fil du temps, bien, vous allez avoir un meilleur rendu, puis un meilleur service à votre clientèle, puis un meilleur coût aussi, parce que vous n'aurez pas des no-shows et des frais de toutes sortes. Devenez un expéditeur de choix, en gros. Soyez pas gêné de faire ce pas-là, d'être meilleur que vous pouvez l'être. Donc, mesurez les performances de vos transporteurs sur le transit, sur le ramassage, les livraisons. Associez votre entreprise pas seulement au moins cher, comme je vous disais, mais au plus efficace pour amener vos produits à vos clients. Mais mesurez-les. Puis j'invite les transporteurs qui sont sur la ligne à vous mesurer vous-même puis de donner ces informations-là aussi à vos clients. C'est hyper important. Donnez-leur de l'information, ça va vous aider à vendre dans votre cycle de vente. Puis évaluez votre utilisation actuelle de votre technologie. Puis validez comment votre technologie a évolué. Je vous donne un exemple banal. Vous avez SAP, bien, il y a des releases de SAP, ça évolue. Puis si vous n'êtes pas à jour, vous êtes sur 4 versions en retard, vous manquez définitivement les dernières technologies de pointe qui vont être disponibles pour vous. En résumé, on est dans une nouvelle ère. Plus que jamais, on va être agile, résilient et compétent. Lâchez pas la formation. Comme je vous dis, CITT, c'est une bonne plateforme, c'est une bonne place pour apprendre et continuer à apprendre. C'est une des choses que j'ai appris dans ma maîtrise à l'université, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. C'est hyper important. Créez-vous une tour de contrôle pour surveiller et réagir dans toutes les nouvelles réalités que vous allez vous frapper dans le prochain 10 ans. Les données sont hyper primordiales, puis la technologie, veut pas, elle va jouer un rôle hyper important dans la conception de votre chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est certain. Ce n'est qu'un début. Il y a beaucoup d'autres changements qui s'en viennent, j'en suis convaincu. Sur ça, je vais ouvrir un petit peu. En fait, on a des webinaires, là, si jamais il y a des gens que ça l'intéresse, on fait un
une discussion là, sur le Efficient and Cost-Effective E-Commerce Solution ou Network, puis comment contrôler les Incoterms là, prochainement. Je vous invite à aller voir puis à vous inscrire sur notre page LinkedIn de Conseil 2.0. Vous allez avoir toutes les informations qui sont là, ça c'est certain. Sur ce, j'ouvre la période de questions. Donc, oui, j'avais une question en fait. J'invite les gens à poser des questions à travers l'outil questions et réponses. Il y a quelqu'un qui me demande, selon toi, en cette période de COVID, quels sont les trois impacts les trois impacts qui ont le plus frappé, les entreprises? Soit, est-ce que c'est le manufacturier, les distributeurs ou les transporteurs? Écoute, je pense que ça l'a frappé tout le monde de façon pas mal égale. Les trois impacts, c'est sûr que toute la gestion de la main-d'œuvre, la gestion de la proximité, de la distanciation, ça a été hyper important pour tout le monde. Tout le contrôle des gens qui entrent, sortent, transigent dans une business au niveau manufacturier, distribution et transport est hyper important. Les transporteurs ont été comment je pourrais dire, une source. Si j'étais M. Legault, je les appellerais mes anges, mais je ne suis pas M. Legault. C'était un groupe de travail qui a permis à la province, ou en tout cas au monde, de continuer à vivre correctement. Puis ils ont été mis à rude épreuve. On a eu beaucoup de fatigue dans nos transporteurs, dans les conducteurs et tout ça. Ça n'a pas été simple. Puis, je prends le temps de les remercier pour ceux qui sont là ou pas, mais ou passer le message pour ceux qui travaillent dans les compagnies de transport. Ça a été, ils ont fait une méchante job. C'est les seuls qui sont capables de traverser les douanes, c'est les seuls qui sont capables de passer à travers des dédales administratifs quand même assez impressionnants. Puis ils le font très bien. Ça nous permet de maintenir ça. J'espère que ça répond à ta question, Yves. Tout à fait. Sinon, bon, les gens nous disent que c'est très intéressant. Ils mentionnent l'importance de faire des bons partenariats puis des partenariats solides et efficaces, évidemment. Définitivement. Puis, n'hésitez pas plus que jamais. Là. Vous allez voir, il y a des transporteurs qui vont demander de plus en plus, parce que là, on va probablement vivre, quand l'économie va vraiment reprendre son expansion, on va probablement vivre une contraction beaucoup des transporteurs. Donc, ça va être important d'avoir nos bons partenaires avec nous, parce que si on ne les a pas, malheureusement, on va se retrouver un petit peu le bec à l'eau, là. Ça, c'est certain. Fait que profitez de la place pour bien comment je peux dire, bien nursery la relation que vous avez avec vos transporteurs. C'est hyper important. Et vice-versa. Hein, prenez le temps, transporteur, de bien gérer vos clients puis de leur amener de la valeur ajoutée et de leur amener des bons indicateurs qui vont leur permettre d'arriver à faire des choses correctement. On me demande si vous avez des suggestions de formation qui seraient des incontournables, en fait. J'imagine en lien avec la présentation, en lien avec le COVID, puis en lien avec... Il y a plusieurs sources d'information ou de formation qui sont disponibles dans le marché. Vous avez, naturellement, le CITT en est une très bonne, qui vous permet de le faire en rythme. Ça, c'est certain, c'est une très bonne source. Vous avez aussi les HEC, l'ETS qui offre des très bons programmes de formation à Montréal au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau de la technologie applicable à la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est hyper important. C'est pas mal les sources que je vois. On offre certaines formations en entreprise de notre côté, mais je pense qu'il y a le Collège Champlain aussi, là, mon ami Mike Lockman, qui est super bon dans donner des formations en entreprise, beaucoup plus que nous, qui offre ça. Il y a tous les développement économique Longueuil, développement économique Montréal et autres, qui offrent des formations aussi ou qui offrent des programmes pour vous aider à aller chercher justement ces informations-là. Que vous avez besoin pour faire ça. Mais les formations incontournables, la première qui me vient en tête, c'est le CITT, c'est certain. Puis, une autre question, si on automatise de plus en plus, comment vont se comporter les relations entre les individus dans les relations d'affaires? C'est-à-dire comment les gens vont, évidemment, établir des liens étroits. De mieux en mieux, en fait. Le fait d'automatiser une tâche ne fait pas qu'elle disparaît. Elle fait juste se transformer et on enlève la partie plate de la job.
De passer un PO dans un système, que ce soit SAP, Oracle ou autre, ou Microsoft, n'a pas beaucoup de valeur dans les relations humaines. Par contre, d'apporter le savoir, d'apporter l'analyse qui va aller avec la façon de faire les choses, va amener beaucoup plus de valeur que de passer un PO dans un système assis 15 personnes d'un côté de l'autre. Ça, c'est certain. Je pense que les gens vont développer des relations beaucoup plus faciles parce qu'on va traiter beaucoup plus de volume d'informations de façon automatique qui ont peu ou pas de valeur ajoutée à faire par un être humain. Là. Ça, c'est certain. Mais je ne vois pas le fait d'enlever un processus ou de le robotiser, là, puis on s'entend, ce n'est pas des petits robots blancs qui vont faire les commandes, qui vont taper dessus, mais c'est plus un bot là, qui va programmer tout ça. Je ne vois pas ça étant à réduire la main-d'œuvre, mais plutôt à changer la façon qu'on fait les choses. Beaucoup plus que de réduire. C'est que notre temps va être utilisé à meilleur escient, mettons. Ouais. Quand vous avez parlé de technologies à apprendre pour les futurs logisticiens, pouvez-vous énumérer les principales? Bien, c'est certain qu'on va toujours parler des mêmes solutions. Si on parle de distribution, on va parler de TMS, on va parler de dock scheduling ou de gestion des quais, gestion j'ai le terme anglais, le yard management, là, la gestion des parkings de remorques. WMS, gestion de l'inventaire au niveau du WMS. C'est sûr qu'au niveau des achats, on s'en vient beaucoup plus friand au niveau Procure to Pay, donc des solutions comme Coupa, qui va vous permettre de lire, de voir un petit peu, de passer des PO automatisés, de voir le risque, de mesurer le risque de vos fournisseurs, d'automatiser toute la transaction financière en arrière aussi. On va envoyer un PO, on confirme le PO, je reçois la facture, je la paye, tout ça est automatisé. On n'a plus besoin nécessairement de revalider, le three-way match est fait dedans. Ça, c'est certain. Au niveau de l'analyse de réseau, en tant que tel, je n'en ai peut-être pas parlé beaucoup dans le webinaire, mais il y a des outils comme Lamasoft qui maintenant appartient à Coupa, qui va vous permettre de justement générer des scénarios, différentes façons de faire votre routing. Puis il y a des solutions comme CSO, Coupa CSO qu'on utilise ici pour faire des appels d'offres de transport qui est hyper important. Il y en a d'autres. Il y a Yager, il y a aussi Freight Tender, qui sont les plus petites solutions, moins agiles un petit peu, mais qui vont vous permettre de faire des simulations de taux. Et dans les projets qu'on fait, on fait souvent de voir c'est quoi un zone skipping par rapport à Bureau Later, si je livre plus loin en camion entier, ainsi de suite. Est-ce que j'augmente mon throughput? Je suis capable de livrer plus rapidement à mon marché, à moindre coût. Donc, tout ça vous permet de les simuler puis d'être très, très, très réactif par rapport à ça. Donc, c'est dans les solutions que je vous dirais les meilleures à apprendre à court terme. On va y aller, M. Vendette, pour une dernière question. Pas de problème. Comment mesuriez-vous le degré de maturité digitale des activités logistiques? Dans ce cadre, comment arrivez-vous à déterminer l'outil qui serait nécessaire d'acquérir en premier lieu? Vas-y, je te laisse la question quand même assez longue. Oui, Mais, il existe un grand très nombre bonne de question. solutions. Il existe un grand nombre de solutions. Il est parfois difficile de s'y retrouver. Cette question est souvent exprimée par des entreprises que nous rencontrons. C'est une question de Mario de chez Logistics in Wallonia en Belgique qui nous la pose. Très bonne question, Mario. Écoute, la réponse que je te donne, c'est certain que moi, en tant que conseiller, je vais aller m'asseoir avec l'entreprise, comprendre leur processus d'affaires, comprendre ce qui est disponible sur le marché et faire le mariage des deux, ce qui nous permet d'orienter souvent vers une solution versus l'autre, parce que certaines solutions ont des fonctionnalités plus définies sur un certain pan de l'industrie versus l'autre. Donc, on arrive à mesurer comment les gens, le niveau de maturité de leur fonction logistique ou de leur performance logistique. Puis, par rapport à ça, on les positionne sur une échelle. On a tout un système un modèle de maturité ici qu'on a développé avec le temps, où on est capable de mesurer selon les best of industry et aussi selon où on est, nous, en tant qu'entreprise, dans cette chose-là. Puis, qu'est-ce que ça prend pour se rendre où on veut aller, au best of industry, là, ça c'est certain.
Puis à partir de là, on aligne tout ça, puis on essaie de trouver le juste milieu dans tout ça. Il ne faut pas que ça devienne contre-productif. Parfait. Je vous rappelle que si vous cliquez sur l'option chat, vous avez le lien directement qui ramène vers la plateforme de la journée carrière. D'ailleurs, il y a Conseil 2.0 qui a un kiosque à l'événement dans la liste dans le pavillon, en fait, emploi. Voulez-vous qu'on prenne une dernière question, M. Vendette? Oui, moi, je n'ai pas de problème. Parfait. Ça me fait plaisir. En fait, c'est Mario de Logistique Involala qui aimerait en savoir davantage. Donc, est-ce que peut-être qu'il y a une façon de vous contacter? Définitivement, Daniel à conseil2.0.com ou par le LinkedIn de l'entreprise. Il n'y a aucun problème, vous pouvez me rejoindre, ça va me faire plaisir de vous aider. Puis, c'est ça. Ben, merci, M. Vendette. Merci au CITT pour l'organisation de ce webinaire. Puis, bon succès dans vos entreprises. Ben, merci. Bonne chance à tous. Puis, gardez le sourire, ça va mieux aller. Au revoir. Merci, au revoir.